d'aisance et puis qui va favoriser l'entérocolique ulcéro-nécrosante. Alors ensuite, je vous ai parlé d'hypertension artérielle pulmonaire aussi. Bon, là aussi, il faut ajouter ça au risque encouru par le prématuré. Bon, l'autre chose, c'est par rapport à la prévention. La prévention, vous avez parlé de la prévention de la survenue de la prématurité. Ça aussi, je n'ai pas bien compris. C'était un peu mélangé entre prévention de risque et prévention de... Donc là, et ce que je pense avoir beaucoup manqué dans cette présentation, c'est l'exploitation des données locales. Alors, je ne sais pas ce que le professeur en pense, mais en fait, il y a eu des travaux qui ont été réalisés dans les hôpitaux sur la prématurité et tout ça. Ce serait important de faire ressortir ces chiffres-là, de voir un peu quelles sont les complications les plus fréquentes, et puis, quels sont les problèmes auxquels nous, on est vraiment exposés. Alors, la dernière chose, c'était par rapport au package. Vous avez parlé de prévention de la prématurité, ensuite package post-natal. Ça, je n'ai pas compris. Ça, je n'ai pas compris, en fait, cette rubrique. Et puis la dernière chose, c'est une question que je pose. C'est une erreur de ma part. Ah, c'est une erreur, ok, c'est ça. Oui. La dernière chose, c'était par rapport au lait maternel enrichi. Je ne sais pas, en fait, au niveau local, là, qu'est-ce qu'on utilise pour enrichir le lait maternel. Je n'ai pas beaucoup, moi, fait ça en pratique courante, sauf quand j'ai été à l'étranger. Je sais que là-bas, on avait des produits bien définis pour enrichir le lait maternel et savoir un peu à combien on est, parce que c'est important de savoir lorsqu'on enrichit à combien on est. Est-ce qu'on est à 25 calories, ou bien est-ce qu'on est à 28, ou est-ce qu'on est à 30, parce qu'on arrivait même jusqu'à 30 d'enrichissement. Et bon, je ne sais pas maintenant en pratique ici comment on le fait, et puis voilà, quelles sont les limites qu'on se fixe par rapport à l'enrichissement. Voilà, c'est les contributions que j'avais. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été très, très long, professeur. Non, non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu beaucoup de contributions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que, je ne sais pas si c'est des réponses que vous allez mettre, ou bien sinon nous, on contribue, Ndiémé et moi, par rapport aux problèmes soulevés. Momodou et Paulette, est-ce que vous avez quelque chose, ou bien juste vous retenez que ce sont des contributions? Nous remercions Dr Bass pour ses contributions et nous n'avons rien à ajouter. D'accord, ok. Donc, Ndiémé, tu veux y aller ou? Oui, bon, quelques remarques, oui. Oui. D'abord, bon, je comprends un peu la préoccupation de celle qui parlait tout à l'heure des définitions de RCU et faible poids de naissance. Je pense que leur préoccupation dans ce cours, c'était de faire comprendre qu'il y avait des prématurés eutrophes, d'autres qui avaient un retard de croissance. Mais effectivement, quand tu fais un cours sur la prématurité et que tu définis à côté le RCU, ça peut un peu... Parce qu'en fait, en réalité, le RCU, c'est un diagnostic différentiel de la prématurité. Donc, je comprends un peu sa préoccupation. L'autre chose, c'est sur la classification, on est revenu dessus, c'est par rapport à la classification de la prématurité légère à modérée, selon l'OMS. Pour la rétinopathie du prématuré, à un moment, elle a parlé de décollement. En fait, la lésion, ce n'est pas un décollement, c'est une prolifération anarchique des vaisseaux au niveau de la rétine qui vont être à l'origine de ces lésions-là, mais ce n'est pas vraiment un décollement. Et puis, voilà, par rapport à la corticothérapie anternatale, ce n'est pas seulement pour la prévention des complications pulmonaires, ça prévient aussi l'entérocolique ulcéro-nécrosante. Ça, je ne pense pas que vous l'ayez dit, c'est important de le noter. Et Dr Bass le disait, ah oui, et les hémorragies intraventriculaires aussi. Ça aussi, il faut le noter. Dr Bass l'a dit tout à l'heure. En fait, le chapitre prévention, je pense que vous êtes un peu emmêlés les pinceaux, parce qu'il s'agissait de prévention primaire, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire pour empêcher la survenue de la prématurité. Parce que quand vous dites prévenir la survenue de la prématurité et à côté, un autre chapitre, lutter contre, je ne sais pas comment vous l'avez dit, les menaces d'accouchement, prendre en charge les menaces d'accouchement prématuré, je pense que c'est ça. C'est la même rubrique en fait. En fait, il faut scinder en deux. C'est la prévention primaire qui en fait consiste à tout faire pour que ces accouchements prématurés-là ne se fassent pas. C'est ce que vous avez dit, la planification familiale, le bon suivi, la détection précoce des grossesses à risque, voilà, les bains cervico-ismiques, faire un cerclage, c'est ça en fait qui va faire que la prématurité ne va pas survenir. Maintenant, secondairement, si malgré toutes ces actions, la prématurité survient,
c'est tout ce qu'il faut faire pour prendre en charge ce prématuré-là et éviter les complications, voire le décès. Je pense que c'est la difficulté que vous avez eue. D'accord. Je ne sais pas si voilà, je pense que c'était tout. Sinon, c'était vraiment assez fouillé, comme a dit prof. Et merci pour tout ce que vous avez fait comme effort. Et voilà, la dernière chose, excusez-moi, j'allais oublier parce que dans les facteurs de risque d'entérocolite, vous n'avez parlé que de l'alimentation retardée. Je pense. Non, il y a d'autres facteurs de risque. Donc, j'ai mal suivi alors, parce qu'à un certain moment, ça a coupé. Je n'ai entendu que, voilà, bon, je ne sais pas si tu peux remettre la diapo. Diémé, tu as fini? Bien. Oui, c'est bon. Donc, je me dit qu'ils avaient mis le reste, donc d'accord, c'est bon. Ok. C'est bon. J'avais cru entendre que alimentation retardée. Oui, il y a l'utilisation de médicaments hyperosmolaires et l'asphyxie périnatale, de même que l'infection. Mais il y a aussi un risque par rapport à la conduite de l'alimentation. Parce que comme vous le savez, l'entérocolite, c'est déjà un problème de motricité gastrique, digestive de façon générale, qui va entraîner une stase et secondairement une prolifération. Donc, le fait de fractionner les repas, le fait d'adapter ces repas-là à la contenance gastrique, ça aussi, c'est une façon d'éviter. D'accord. Voilà, donc une alimentation mal conduite de façon générale, l'absence de fraction des repas trop rapprochés, ça c'est aussi un facteur de risque d'entérocolite. Mais c'est bon, je n'avais pas entendu la suite. Merci. Okay. Merci. Ok, donc merci Dr Ndiémé, Dr Bass pour vos contributions. En fait, juste peut-être pour compléter, Ndiémé, juste la partie concernant la prévention. Il y a la prévention primaire, c'est-à-dire tout faire pour que l'accouchement prématuré ne survienne pas. La prévention secondaire qui est la prévention des complications et la tertiaire qui est la prévention des séquelles. Parce qu'il y a également, après les complications, on peut avoir également des séquelles. Donc peut-être il faut essayer de les scinder comme ça pour pouvoir mettre tous les éléments. Maintenant, concernant la question, en fait, déjà du retard de croissance, il est important d'en parler, du retard de croissance intra-utérin, puisque autant c'est un diagnostic différentiel, autant c'est souvent associé à la prématurité. Donc, il faut savoir vraiment comment les mettre ensemble. Mais il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé dans la prise en charge et les résultats. Parce que prise en charge d'un prématuré, c'est de l'élevage. Il y en a qui sont très malades, qui nécessitent beaucoup de médicaments et d'autres qu'il faut juste élever. Donc, c'est un élevage du prématuré avec maintenant la prise en charge des complications si elles existent. Maintenant, le retard de croissance extra-utérin, c'est quelque chose d'important. Le retard au démarrage de l'alimentation mal conduite. Et là, ça me permet d'aborder